Ok, donc je choisis de développer mon calcul par rapport à la troisième ligne. Ok, donc les cofacteurs avec lesquels je vais travailler sont, c'est-à-dire voilà, les dérivées secondes qui composent, d'accord, la matrice hessienne. Quelles sont les dérivées secondes qui composent la troisième ligne? C'est ça. Voyez? Donc on a moins KL moins 5 sur 6 cofacteurs, moins 6L 1 sixième cofacteur, 0 cofacteur. Okay? Donc on va reporter ces trois cofacteurs, moins K, ok, L à la puissance moins 5 sur 6, ensuite moins 6L à la puissance 1 sixième, et puis toujours 0, bien sûr. Alors, on va déterminer les signes. Donc là, maintenant, vous avez l'habitude, c'est pas la peine que je réécris. Hein. Donc, on sait très bien que ça, c'est troisième ligne. Hein. Donc, on regarde à quelle ligne et à quelle colonne il appartient à chaque cofacteur. OK, et on fait la somme des puissances. Donc, troisième ligne. OK, donc I est égal à 3, J est égal à 1. Donc, ça fait plus. Ça fait moins 1 à la puissance 4. OK, ici, j'ai I3, la troisième ligne, deuxième colonne. Donc, ça va être moins 1 à la puissance 5, donc négatif. Et ici, bien sûr, 0, on s'en fout, hein, donc c'est pas important. Ok. Très bien. Donc, on a les signes. Après, donc je vais prendre chaque cofacteur et je vais déterminer ou calculer le déterminant de la sous-matrice que je vais obtenir en éliminant la ligne et la colonne qui passent par chacun de ces cofacteurs. Donc, on a moins k à la puissance moins 5 sur 6. Comme je viens de le dire, donc il appartient à la troisième ligne, à la première colonne. D'accord? Donc on va éliminer la troisième ligne, est égale à 3, et la première colonne. Donc, si je reviens à ma matrice, j'élimine la troisième ligne, la première colonne, qu'est-ce qui reste? Bah, il va rester cette sous-matrice, c'est-à-dire une matrice qui a un nombre de lignes, de colonnes qui est inférieur à la matrice originale. Donc, moins lambda, L, etc., moins K, voilà. Donc, je vais calculer, donc j'obtiens déterminant, ok? Je vais calculer le déterminant de la sous-matrice suivante, ok? Moins lambda, L à la puissance moins 5 sur 6, ok? Moins K, L à la puissance moins 5 sur 6, 0, et moins 6L à la puissance 1 sixième. Voilà. Donc voilà la sous-matrice qu'on obtient, vous voyez, la sous-matrice qu'on obtient en éliminant la troisième ligne et la première colonne. Donc je vais calculer ce déterminant-là, ok, et le résultat que je vais obtenir, je vais le multiplier par ce cofacteur. D'accord? Voilà, c'est ça la méthode qu'on a déjà développée. Donc allons-y. Donc ça nous donne, hein, donc vous voyez, directement je fais le calcul. Donc ça fait moins 6 avec moins avec moins c'est plus. D'accord? Donc ça fait 6 lambda. L à la puissance moins 5 sur 6, ok, fois L à la puissance 1 sixième, n'est-ce pas? Donc est égal ici, on va marquer est égal, moins, bien sûr, 0 fois tout ça, c'est 0. Donc ça nous donne directement 6 lambda, moins 5 plus 1, ça fait 4, moins 4 plutôt. Donc ça fait moins 4 sur 6 ou moins 3 sur 2. Voilà le premier déterminant de la première sous-matrice. Ok. Donc j'encadre mon résultat, je passe au deuxième cofacteur. Qu'est-ce que j'ai comme deuxième cofacteur? Eh bien j'ai moins 6L à la puissance 1 sixième. Il appartient toujours à la troisième ligne bien sûr. Et deuxième colonne, J est égal à 2. Donc on va éliminer quoi? Éliminer la troisième ligne et la deuxième colonne. D'accord? Donc, si j'élimine la troisième ligne et la deuxième colonne, vous voyez, troisième ligne, elle est là. Voilà, déjà éliminée. J'élimine la deuxième colonne. Donc, il va me rester ça, ça, et ça, et ça. OK? Donc, je le reporte dans la sous-matrice. Donc, je dois calculer le déterminant suivant. Donc, 5 sur 6, c'est ça. Lambda, K fois L à la puissance moins 11 sur 6. Après, j'ai deuxième terme moins K, L à la puissance moins 5 sur 6.
Je passe, deuxième ligne, donc c'est moins lambda L à la puissance moins 5 sur 6. Et moins 6, bien sûr, L à la puissance 1 sixième. Et donc là, je vais me retrouver, voilà, au lieu d'avoir 3 lits, 3 colonnes, en calculant les déterminants, donc là, je me retrouve avec un déterminant d'une matrice, sous-matrice, 2 lignes, 2 colonnes. Je connais la règle, je calcule, multiplie la diagonale. La première moins la deuxième, bien sûr. Alors, donc, on va faire le calcul pareil directement. 5 sur 6 fois moins 6. Donc, je simplifie par 6. Hein, donc, ça fait moins 30 sur 6, ça fait moins 5 directement. Lambda ne change pas. Et après, donc, je n'ai pas K ici, donc je garde K. Et là, je vais avoir L. L à puissance moins 11 sur 6 plus 1 sur 6. Ça fait moins 10 sur 6 directement. Ok, très bien. Ensuite, j'ai moins et je calcule le résultat ou la multiplication des termes de la deuxième diagonale. Ici, j'ai moins avec moins, ça fait plus, donc je garde moins. Ici, j'ai 1, voilà, fois lambda, donc ça fait lambda, K, change pas. Et L à puissance moins 5 sur 6, moins 5 sur 6, ça fait moins 5 plus moins 5, ça fait moins 10 sur 6. Pareil. Voilà. Et donc, ça nous fait moins 5, lambda k à la, L à la puissance moins 10 sur 6, lambda k à la puissance moins 10 sur 6. Je peux mettre ça en facteur, ça fait moins 5 plus, pardon, moins 5 moins 1. Donc, ça nous fait moins 6, lambda k à la puissance moins 10 sur 6. Ok? Très bien. Alors, donc là, j'ai les deux termes, d'accord? Les déterminants des deux sous-matrices. Après, je vais multiplier chaque déterminant de sous-matrice par son cofacteur et je fais la somme de tout, comme on l'a déjà expliqué. Donc, MH sera égal à quoi? Ben, le premier cofacteur, donc, qu'on a, c'est moins K. L à la puissance moins 5 sur 6. Donc, on a dit, hein, c'est plus, donc il garde son signe, donc moins ne change pas, parce qu'on a plus qui le précède. Donc, il garde son signe, pardon, fois le premier déterminant de la sous-matrice, c'est-à-dire 6 lambda L à la puissance moins 4 sur 6. OK. Donc, j'ai après, bien sûr, le signe moins avant le deuxième cofacteur. Donc, on a moins. Deuxième cofacteur, qu'est-ce qu'on a? On a moins 6 L à la puissance 1 sixième fois le deuxième déterminant de la sous-matrice, c'est-à-dire 6, ou moins 6, pardon, lambda k à la puissance moins 10 sur 6. Vous voyez, donc je prends chaque cofacteur, je le multiplie avec, en tenant compte de son signe bien sûr, en le multipliant par le déterminant de la sous-matrice obtenu en éliminant la ligne et la colonne qui passent par ce cofacteur. Donc on a trouvé 6 lambda, c'est ça, L à la puissance moins 4 sur 6. Et après, donc je prends le deuxième cofacteur, donc moins 6 bien sûr, hein, donc L à la puissance 1 sixième, qui multiplie le déterminant de la sous-matrice correspondante, donc moins 6 lambda, K, L à la puissance moins 10 sur 6. Donc on va simplifier tout ça, MH, parce que comme ça je ne peux pas dire est-ce que c'est positif ou négatif. Il y a des gens qui mettent ça et après ils me disent c'est positif. Comment vous savez? Il faut le démontrer, d'accord? Donc je simplifie ici, toujours chiffres avec les chiffres, les K avec les K, les L avec les L. Donc ici, le chiffre ici c'est moins 1 fois 6, donc ça fait moins 6. Ensuite lambda, ensuite K, d'accord? Et L, ça fait moins 5, moins 4, ça fait moins 9 sur 6. D'accord? Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai? Ici, les chiffres avec les chiffres. Moins 6 fois moins 6, ça fait plus 36. Et ici, j'ai moins. Donc, ça reste moins 36. OK? Lambda, ça ne change pas. Alors, juste... je vérifie une chose par rapport à notre calcul. Donc, c'est K, L à la puissance, voilà, exactement.
Je regarde juste le deuxième, le déterminant de la deuxième. Hein, donc oui, il y a quelque chose qui manquait en fait, c'est L à la puissance moins 10 sur 6. Donc tout à l'heure, donc je reviens avec vous sur ce déterminant-là. Il y a eu juste un oubli hein, donc dans l'écriture. Il y aura toujours, donc c'est pour ça qu'il faut réviser, surtout lorsque le calcul est très lent. Donc ici, on avait dit, hein, donc ça fait 5 sur 6 moins 6, fois moins 6, ça, on simplifie. Ça fait moins 5 lambda, k, L à puissance, moins 11 avec plus 1, ça fait moins 10. Il n'y a pas de problème. Dans le deuxième, donc on a dit, hein, c'est lambda, k, L à puissance, moins 10 sur 6. D'accord? Donc, pardon. Ici, c'est k, L à la puissance, c'est là où il y a on a oublié le L. Voilà. D'accord? Donc ici, vous voyez, hein, donc c'est moins avec moins, c'est plus, donc moins lambda, k. Et ici, L à la puissance moins 10 sur 6. Donc j'avais oublié de mettre le L ici. D'accord? Donc ici, dans l'encadré, c'est pas k qui est à la puissance moins 10 sur 6, mais L. Donc on rajoute juste L. On oublie d'écriture, mais bon, ça peut être fatal le jour de l'examen, effectivement. Donc, ça fait L à la puissance moins 10 sur 6. Je le mets ici. Hein, donc, c'est avec le deuxième cofacteur, moins 6 L à la puissance 1 sur 6. Donc, je viens ici, je le mets L. Donc, c'est L qui est à la puissance moins 10 sur 6. Très bien. Donc, on a ça. Voilà, donc je continue ma simplification. Donc, ça fait moins 6 fois moins 6, ça fait 36, lambda. Donc, on a K, ne change pas. Et puis, c'est L, 1 sixième, moins 10 sur 6, ça fait, bien sûr, L à la puissance moins 9 sur 6. Et comme ça, bien sûr, on peut faire la simplification. C'est pour ça que je me dis, il y a quelque chose qui manquait. Très bien. Donc là, j'ai lambda K, L à la puissance moins 9 sur 6. Lambda K, L à la puissance moins 9 sur 6. Donc, je peux mettre ça en facteur. Qu'est-ce qui me reste ici? Moins 6. Moins 36. Donc, moins 6 avec moins 36, ça fait moins 42. Lambda, K, L à la puissance moins 9 sur 6. On peut simplifier ici. Lambda, K, L. Je peux simplifier par, si vous voulez, 3. Donc, ça nous fait moins 3 sur 2, tout simplement. Et ça sera le déterminant final de la matrice hessienne. Très bien. Alors, au-delà de la valeur, bien sûr, ce qui nous intéressait est le signe. Donc, ça, c'est positif. Même si j'ai ici moins, ça fait 1 sur R à la puissance 3 sur 2 positif. Positif, positif. Et ça, c'est négatif. Donc, tout le déterminant, il est négatif. Et si tout le déterminant est négatif, ça veut dire que la matrice, n'est-ce pas? Relation inverse, toujours. On a MH qui est positif. Donc, la matrice est négative. On fait comme si... pardon, c'est l'inverse. Qu'est-ce que j'écris? Donc, c'est MH qui est négatif, donc le déterminant. Donc, toute la matrice est positive. Donc, c'est un minimum. Et puisque notre programme consiste justement à minimiser, donc les conditions de second ordre sont, voilà, on dit qu'ils sont vérifiées. Donc, il y a compatibilité entre la combinaison optimale qui minimise, qui correspond à un minimum, et puis le programme qui correspond aussi à la minimisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la combinaison K étoile, L étoile, elle minimise le coût total. Voilà. Donc, c'est l'objectif de notre question d'ailleurs. OK? Très bien. Donc, conditions de second ordre sont vérifiées. Et donc, la combinaison qui a été demandée par le producteur, c'est-à-dire 93,81 pour le capital, 31,27 pour le travail. Il permet de minimiser voilà, les charges qui sont supportées ou payées par le producteur. D'accord? Très bien. Alors, troisième question. On vous demande de calculer le coût marginal. D'accord? À quoi est égal le coût marginal? Donc, ce qu'on a démontré la dernière fois, c'est que à l'optimum, dans le cas du programme de minimisation, lambda correspond, donc il a une signification particulière, donc lambda est défini comme étant le coût marginal, correspond au coût marginal. Il y a deux conditions. D'abord, il faut qu'on soit à l'optimum, et deuxièmement, il faut que ce soit un programme de minimisation. Donc, si j'ai max de Q, etc., donc je ne peux pas déterminer lambda comme étant le coût marginal. Donc, lambda correspond au coût marginal.
Très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche la valeur de lambda, tout simplement. À quoi est égal lambda? Alors, donc, je sais qu'à l'optimum, on a les conditions de premier ordre, hein, si vous vous rappelez. La première équation, alors je sais qu'on avait écrit que lambda est égal à dq sur dr. Dq total sur dr, mais vous ne pourriez pas trouver la valeur de lambda comme ça. D'accord? Parce que vous n'avez pas parce que si vous prenez le coût total qui est égal, on a trouvé quoi déjà dans le programme? Je me rappelle, alors, c'est-à-dire 3L plus 6K, et vous dérivez par rapport à la quantité, vous n'allez rien trouver parce que vous n'avez pas la quantité. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette expression dQ total sur dQ, on l'utilise pour une autre type de question, justement les deux autres questions qui suivent. Ok? Mais pour déterminer la valeur de lambda, d'accord? Donc, je vais chercher dans les conditions de première. C'est un petit peu la même chose pour l'utilité marginale du revenu. Vous vous rappelez la signification du multiplicateur de Lagrange pour le consommateur? Eh bien, on a dit c'est DU sur DR. Mais pour trouver la valeur de lambda, je ne vais pas utiliser DU sur DR. Je vais utiliser les conditions de premier ordre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils me disent les conditions de premier ordre? C'est qu'on a trouvé que lambda, pardon, W moins lambda Q de L est égal à 0, n'est-ce pas? Ce qui implique que lambda, ce qui m'intéresse, est égal à W sur Q de L. Voilà, donc une première façon de calculer la valeur de lambda. Donc je connais W, je connais la dérivée de Q par rapport à L, facile. Donc je peux en déduire la valeur de lambda. Sinon il y a la deuxième équation aussi. On avait trouvé R moins lambda Q de K qui est égal à 0. Ce qui implique que R est égal à... Pardon. C'est lambda qui m'intéresse, c'est égal à R sur Q de K. Voilà, donc vous avez le choix. Soit vous utilisez cette première équation, soit la deuxième. Les deux, ils vont donner le même résultat. Ok? Très bien, donc vous choisissez la plus simple. Alors, imaginons qu'on va choisir, si vous voulez, la deuxième. Donc, on va travailler avec la deuxième. Donc, on a lambda, qui sera égal, comme on vient de l'écrire, R sur Q de K. D'accord? Donc, lambda est égal, R, je sais à quoi est égal, déjà. Donc, je vais calculer la dérivée de Q par rapport au capital. C'est 6L à la puissance 1 sixième. Ok? Je remplace. Bien sûr, comme on est à l'optimum, donc on ne va pas utiliser n'importe quelle quantité de travail. Donc, c'est la quantité optimale. Donc, lambda, ce sera égal à R qui est égal à 6. D'accord? Sur 6. L étoile, donc on avait trouvé 31,28 à la puissance 1 sixième. Je simplifie par 6. Ça me fait 1 sur 31,28 à la puissance 1 sixième. C'est comme si j'ai 31,28 à la puissance moins 1 sixième. Donc ça me donne lambda qui est égal à, on va dire, 0,56. Alors, parfois, dans le jour de l'examen, il peut y avoir 0,55, 57, 8, parfois, suivant les calculatrices. Donc, ça peut être un petit peu différent, mais s'il y a juste ces petites différences, donc c'est pas grave. Alors, ici, c'est 27, pardon. 27, c'est pas 28. On avait trouvé 27, d'accord? Très bien. Alors, donc, on a la valeur de lambda. Quelle est la signification, l'interprétation? Eh bien, si j'augmente la production d'une unité supplémentaire, d'un pantalon supplémentaire, eh bien, le coût total que je paye va augmenter de 0,56 dirhams. D'accord? Très bien. Donc, on peut, CQ augmente d'une unité supplémentaire, le coût total va augmenter de 0,50 dirhams. C'est ça la signification. Alors, quatrième question. Dans la quatrième question, on vous dit, voilà, quel est, donc je reviens un petit peu à l'énoncé, quel est l'impact d'une hausse de la production? Donc, on a une hausse de Q, voilà, de 200. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a une augmentation de la quantité d'output, pardon, de 200. Donc, on a delta, ou DQ si vous voulez,
qui est égal à plus 200. C'est ce que je connais, hein, d'accord? L'output a augmenté de 200 pantalons. Quel est l'impact sur le coût total? L'impact sur le coût total, ça veut dire de combien va augmenter le coût total. C'est-à-dire qu'on cherche la variation du coût total. Alors, quelle est la formule qui permet d'avoir en relation, hein, donc, ou qui met en lien le coût total? D'accord? D coût total et DQ. Bien sûr, c'est lambda. Donc, on sait que lambda est égal à D coût total sur DQ. C'est là où j'utilise cette formule parce que ça me permet, si je connais la valeur de lambda déjà calculée, soit de déterminer la variation du coût total, soit la variation de la quantité d'output. Donc, ici, qu'est-ce que je cherche? La variation du coût total. Donc, est égal à quoi? Est égal à lambda fois DQ. Donc, je vais prendre la valeur de lambda, je vais la multiplier par la variation, l'augmentation de la quantité d'output, 200, et ça me donne mon résultat. Alors, application, correct. Très bien. Alors, on a donc des coûts total qui est égal donc à 0,56 fois plus 200. Donc, ça nous donne DC, ou D coût total, qui est égal à plus 112. Il faut marquer le signe, bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Quel est l'impact si la quantité d'output augmente de 200? Quel est le résultat? Quel est l'effet sur le coût total? Bah, le coût total va augmenter de combien? De 112 dirhams. Ok? Voilà pour l'interprétation. Cinquième et dernière question. Alors, cette fois-ci, on vous dit de combien il faut baisser l'output. Donc, combien baisser l'output, c'est-à-dire Q. Donc, on cherche la variation de Q, forcément. Si le coût total baisse de combien? 168 dirhams. C'est-à-dire que D coût total est égal à moins 168. C'est très important le signe, hein, n'oubliez pas ça dans l'examen, ok? Moins 68, 168, c'est la baisse, d'accord, du coût total. Alors là, donc on cherche DQ, donc je reviens à la relation de définition du multiplicateur de Lagrange, donc D coût total sur DQ, ce qui implique que moi je cherche DQ est égal à D coût total divisé par lambda, ok? C'est ça la relation qu'on va utiliser. Donc là, je vais diviser, bien évidemment, donc DQ sera égal à D coût total, c'est moins 168, n'oubliez pas le signe, divisé par la valeur du multiplicateur, c'est-à-dire 0,56. Et donc, ça nous donne DQ qui est égal à moins 300. Donc, ça veut dire quoi? Si tu veux faire baisser les charges, imaginons que tu veux faire des économies, donc tu veux faire baisser les charges de 168 dirhams, bah tu dois baisser ta production, d'accord, de 300 pantalons dans notre cas, ok? Très bien, donc voilà un petit peu comment on utilise hein, donc, ce multiplicateur de Lagrange. Encore une fois, je précise, on l'utilise comme étant le coût marginal si, seulement si, on est à l'optimum et on a un programme de minimisation. Si on n'est pas dans le cas de programme de minimisation, on ne va pas l'utiliser de cette manière. Il n'a pas la même signification, bien sûr. Okay? Très bien. Alors, pour l'approche ou la résolution, donc on termine sur ce deuxième type de programme. Résolution graphique, hein, comme on a fait pour le premier. Rapidement, c'est le même principe. On va juste faire une sorte de rappel. Hein, donc, si vous voulez, donc résolution graphique. On a le programme, bien sûr, c'est minimiser le coût total. WL plus RK, sous la contrainte, bien sûr, que Q, la fonction de production, est égale à une constante fixée à l'avance. Donc pareil, hein, c'est le même raisonnement. On représente la fonction objectif graphiquement. Alors, la fonction objectif, c'est quoi? C'est le coût total, est égal à WL plus RK. Et la représentation graphique du budget, ou de l'ensemble des charges, c'est quoi? C'est l'iso-coût, n'est-ce pas? Voilà, rappelez-vous, à la droite des coûts. La droite budgétaire du producteur, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le budget que ne doit pas dépasser le producteur. Donc, c'est-à-dire l'ensemble des charges qu'il ne doit pas dépasser. Très bien. Et la fonction de production, bah, sa représentation graphique, c'est quoi? Bah, c'est l'isoquante. OK? Alors, quelle est la signification ici du programme? Donc, on va essayer, d'accord,
de minimiser le coût total. Donc ça veut dire quoi? On va chercher la droite d'Izuku. Quelle droite d'Izuku? Est-ce que la plus haute ou la plus basse? La plus basse. Pourquoi? Parce que on sait que la droite d'Izuku, lorsqu'il se déplace vers le haut, le budget, donc les charges, augmentent. Or, moi, mon objectif, c'est quoi? C'est faire baisser les charges, c'est-à-dire minimiser les charges. Donc, je ne dois pas déplacer la droite d'Izuku ou chercher la droite d'Izuku la plus haute. Au contraire, je vais chercher la droite d'Izuku la plus basse, c'est-à-dire qui est en bas et pas qui est en haut. Donc, on va chercher la droite d'Izuku la plus basse qui nous permet, d'accord, d'avoir le niveau de production qui est fixé à l'avance, c'est-à-dire l'isoconte qui représente Q bar. Et donc, comme on l'a déjà dit pour le programme de maximisation, on va chercher, d'accord, la combinaison qui appartient à la fois à la droite d'Izuku, d'accord, et qui représente la contrainte budgétaire et le budget qu'il ne faut pas dépasser, et là où l'isoconte la plus élevée, parce qu'on maximise, eh bien ici c'est l'inverse, donc on va chercher la combinaison qui appartient à l'isoconte, qui représente le niveau de production, et qui appartient aussi en même temps à la droite d'Izuku la plus basse, justement, pour traduire le fait qu'on cherche à minimiser les charges, ok? Très bien, donc voilà un petit peu pour l'interprétation donc graphique. Donc je écris une petite phrase. Donc minimiser le coût total revient, d'accord, à chercher, ok, la droite, comme on a dit, d'Izuku, qui est située en bas ou la plus basse possible, d'accord, c'est-à-dire la plus proche de l'origine. C'est pas comme la maximisation de la quantité d'output, donc je cherche voilà, l'isoconte la plus loin de l'origine, hein, parce que plus je m'éloigne, plus le niveau d'output sera plus élevé. Bah, ici, je cherche le coût, le budget le plus faible, le plus petit. Donc, je vais chercher la droite d'Izuku qui est la plus proche de l'origine. Ok? Très bien. Mais en même temps, donc, lorsque je cherche la droite d'Izuku la plus basse, il faut que ça appartient à l'isoconte qui représente le niveau d'output à ne pas dépasser, bien évidemment. Donc, le point d'équilibre, doit appartenir, donc je mets juste le symbole, appartenir à l'isoconte représentant la contrainte, c'est-à-dire le niveau d'output Q bar fixé, et à l'isoconte, enfin l'Izuku, pardon, la plus basse. Voilà, il y a deux conditions toujours à respecter. Très bien. Donc, à l'optimum, qu'est-ce qu'on a trouvé, hein? Donc, la condition d'équilibre à l'optimum, on a TMST qui est égal à W sur R, comme on a fait pour le programme précédent. Or, TMST, c'est quoi? C'est la pente de l'isoconte en valeur absolue, et ça, c'est la pente de l'Izuku en valeur absolue. Parce que la pente est égale à moins W sur R. Donc, elle est positive, ça veut dire valeur absolue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'optimum, qu'est-ce qu'on doit trouver? À l'optimum, eh bien, donc le point d'équilibre, puisque l'isoconte et l'izuku, ils ont la même pente, donc ils ont un point de tangence. Donc, le point d'équilibre sera le point de tangence, donc c'est le même raisonnement. Tangence, c'est pas un point d'intersection. Le point de tangence entre, voilà, l'isoconte, qui représente Q bar, et l'izuku, la plus basse. D'accord? Donc ce sera le point de tangence entre l'isoconte qui représente l'output et la droite d'Izuku, la plus basse. Ok? Très bien. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le point d'équilibre graphiquement, qui va nous donner bien évidemment la combinaison optimale. Alors juste un instant, je prends notre feuille. Pardon. Alors graphiquement, donc je vais prendre LK bien sûr,
Je vais prendre une isoconte, une seule, parce que on a la contrainte, c'est de type production, qui représente Q bar. Et après, je vais prendre plusieurs droites d'isoku. Donc j'ai celle-là. Très bien, donc celle-là c'est C0, C1, ok. Alors, même question, donc je vais poser un comme la dernière fois. Est-ce que, par exemple, hein, ce point-là, alors ce point d'intersection, je peux prendre une autre. Très bien. Donc, je vais juste arrêter la vidéo à ce niveau-là. Donc, je reprends voilà, donc la suite des explications dans la troisième partie parce qu'on a déjà dépassé 30 minutes.